Loin de son Aquitaine natale, Alix a le mal du pays. Surtout quand cette jeune prof de sciences physiques se retrouve à corriger ses copies dans son petit studio en région parisienne. Ici, on passe dans le coin salon, où en fait on a la pièce où on dort également. Voilà, le soir on tire les rideaux, vu que c'est que d'une seule pièce. Après on continue. Alix vit avec son compagnon dans ce 40 mètres carrés qu'elle loue au prix fort, 850 €, près de la moitié de son salaire. Ce qui la fait enrager, c'est que pour la même somme, elle serait beaucoup plus à l'aise dans sa ville d'origine. Pour le même loyer, c'est-à-dire 850 €, à Bordeaux, j'aurais totalement un autre type d'appartement, avec déjà sûr une chambre séparée, voire même deux, c'est quasiment sûr. Bon. En région parisienne, les loyers sont 2 fois plus élevés qu'à Bordeaux. Et la vie est plus chère, alors que son salaire, comme pour tous les enseignants, est quasiment le même. Pour son premier poste, la jeune femme n'a pas eu le choix, mais elle ne compte pas faire de vieux os ici. C'est pas la ville où c'est pas là où j'ai choisi de vivre. J'ai envie de retourner à terme chez moi. Comme Alix, des milliers de fonctionnaires rêvent de quitter Paris pour la province. Il faut dire qu'ils ont beaucoup à y gagner. En France, le salaire moyen d'un fonctionnaire est d'environ 2 500 € net par mois. Avec cette rémunération, en région parisienne, il peut se loger dans environ 30 mètres carrés. S'il obtient sa mutation pour une ville comme Clermont-Ferrand par exemple, ses revenus resteront les mêmes, mais il pourra vivre beaucoup plus confortablement dans une maison de plus de 100 mètres carrés avec jardin, en payant le même loyer. Voilà pourquoi certains fonctionnaires sont prêts à tout pour fuir la capitale. Stratégies très élaborées ou parfois même combines frauduleuses, comme de faux Pacs. Ou pire, certains s'inventent même des maladies graves ou des handicaps. Chez certains fonctionnaires, c'est comme si tous les coups étaient permis pour se mettre au vert, loin de Paris. Alors pour commencer, quelle est la règle du jeu officielle ? Après 12 ans d'enseignement dans ce collège de Clichy, tout près de Paris, Eric rêve de couler une vie plus douce en province. Ce professeur d'anglais a rendez-vous aujourd'hui dans son syndicat, le SNES, pour évaluer ses chances d'obtenir sa mutation. Moi, l'impression que j'ai ici, c'est que les gens sont tout le temps pressés. Pressés d'aller au travail, pressés de rentrer chez eux, pressés de partir en vacances. Et on ne voit pas passer la vie. Hein. J'ai largement fait mon temps, comme on dit. Je laisse la place à quelqu'un de plus jeune pour venir travailler en région parisienne. Bonjour. Comme tous les enseignants, Eric a accumulé une cagnotte de points au fil des années. Plus elle est importante, plus on a de chances de pouvoir s'installer où on le souhaite en France. Pour Eric, c'est le responsable syndical qui fait le calcul. Soit vos vœux, donc avec des bonifications de 25 points tous les 4 ans. Un casse-tête très technique qui tient compte de son ancienneté et de sa qualification. Non, 49 c'est la première partie du point, c'est l'échelon. Non, c'est pas... C'est un peu technique. Ça c'est l'échelon et ça c'est l'ancienneté de poste. Eric, qui est à l'échelon 7, a droit à 49 points. Et ses 9 années d'enseignement lui rapportent 90 points. Alors avec ses 139 points, où peut-il espérer partir ? Certaines académies du nord de la France à la météo peu clémente, comme Lille, Amiens ou Reims, sont peu demandées. Il suffit de 21 points pour y être muté. En revanche, il faut 410 points pour rejoindre l'académie de Bordeaux et même 470 pour aller à Rennes. 2 zones de l'ouest de la France, proches de l'océan, donc très demandées. Étonnamment, pour les académies d'Aix-Marseille et de Nice, 121 points suffisent. Car même s'il y a la mer et le soleil, de nombreux établissements y sont réputés difficiles. Avec ses 139 points, Eric, qui souhaite aller à Nice, est donc plutôt bien parti. D'autant qu'il a, bien malgré lui, un autre atout, sa situation familiale. Oui, vous allez peut-être nous repréciser quand même votre situation familiale. Je suis séparé depuis bientôt 2 ans et ma fille qui a 5 ans est partie vivre avec sa mère dans les Alpes-Maritimes. D'accord. C'est la raison pour laquelle je demande la mutation dans l'académie de Nice. Bien sûr. Le jugement... Avoir un enfant rapporte 50 points supplémentaires. Et comme Eric vit loin de sa fille, qui réside avec sa mère dont il est divorcé, il bénéficie d'une prime d'éloignement
Encore 150 points. Si on fait la somme, vous avez droit à 339 points de barème, ce qui veut dire que vous avez de fortes chances d'obtenir cette académie si vous la demandez. Vous espérez penser que... Oui, j'espère, j'ai bon espoir en tout cas. Ouais, j'espère. Au revoir. Être séparé de ses proches peut donc fortement accélérer une mutation. Alors pour décrocher le fameux bonus, certains vont forcer un peu le destin, quitte à sacrifier leur bien-être familial pendant plusieurs années. Oui, ça va, Jeanne? Alors, t'as passé une bonne semaine? Le téléphone, c'est le seul lien que Jean-Philippe entretient dans la semaine avec ses enfants. Ah, trop bien. Ah ouais, encore une sortie. Vous allez voir quoi, là-bas? En fait, c'est une sortie scientifique. Super, bah, tu me raconteras ça un samedi. Ce professeur des écoles à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, a décidé de vivre loin de ses enfants qu'il ne voit que le week-end. Ils sont à 800 km de là, à Bayonne, avec sa femme. La famille a volontairement décidé de vivre dans 2 villes différentes pour gonfler la cagnotte de points de Jean-Philippe. Lui est resté en banlieue parisienne depuis 3 ans. Il occupe ce 2 pièces, un second logement et des allers-retours en train qui lui coûtent chaque mois près de 1 000 €. Sa demande de mutation n'a pas encore abouti, car les Pyrénées-Atlantiques sont très demandées. Vous vous sentez piégé ou bloqué? Oui, je me sens bloqué par cette situation, forcément, oui. Avec toujours, comme j'expliquais, l'incertitude de savoir bloquer, mais combien de temps. Voilà. Tous les ans, en décembre, Jean-Philippe renouvelle ses vœux pour se rapprocher des siens. Et il espère que cette fois sera la bonne. Chaque année qui passe augmente ses chances, car il est marié et touche donc un bonus de points. Donc là, je viens de faire la saisie donc sur le serveur. Donc là, dans ma situation, je totalise 150 points au titre du rapprochement de conjoints, 100 points puisqu'il y a 2 enfants, 350 points pour 3 années de séparation. Une stratégie d'éloignement qui peut payer très vite, mais réservée aux couples. Les célibataires, eux, doivent s'armer de patience ou trouver d'autres astuces, quitte à enfreindre la loi. C'est ce que nous a expliqué ce responsable syndical. Non, monsieur, merci. Nous l'avons filmé en caméra cachée pour plus de liberté de parole. Il nous a confié encourager régulièrement des célibataires à se trouver un faux conjoint dans la région convoitée. Longtemps, les célibataires pouvaient dire, bah voilà, je vais attendre 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, et puis après je vais l'avoir la mutation. Bah comparé à quelqu'un qui a un pacte et quelques années de séparation, ça suffira. C'est pour ça le premier conseil qu'on donne quand tu veux lutter, c'est le stress. Dans les pactes, c'est très simple. Trouver quelqu'un pour un rendez-vous, s'il y a un papier, c'est la seule solution. Hors du pacte, point de salut, pas de mutation. Un Pacs blanc. Plus simple qu'un mariage blanc, mais les avantages sont exactement les mêmes. Ils permettent aussi de bénéficier du précieux bonus d'éloignement des conjoints. Cette pratique est-elle répandue? En cherchant sur Internet, nous trouvons des dizaines d'annonces de professeurs prêts à tout pour quitter Paris. Je recherche une personne avec un CDI, de sexe masculin ou féminin pour un Pacs blanc. Je suis un jeune professeur de 24 ans et suis affecté en région parisienne. Si j'arrive à me paxer, je ne reste que quelques années sur Paris, 3 ans tout au plus, sinon une dizaine d'années. Je désirerais descendre travailler sur Nice, et pour cela, il faudrait que je me paxe avec une résidente niçoise. Et rémunération possible. Pour en savoir plus, nous prenons contact avec l'auteur de l'un de ces messages. D'accord, vous êtes prof. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien redescendre dans le sud, parce que ça, je cherchais quelqu'un de la région pour me paxer. Là, si je dois attendre de manière classique, j'en ai entre 20 et 30 ans. Quoi. 30 ans d'attente? Alors que si je me paxe, en gros, j'en ai pour entre 4 et 5 ans. D'accord, donc il faut rester paxé pendant au moins 4 ans. C'est ça, exactement. Sans dire que nous sommes journalistes, nous prenons rendez-vous avec lui dans le café d'une gare parisienne. Nous prétendons habiter dans le sud. Pour nous convaincre d'accepter un Pacs, l'enseignant est prêt à se montrer très généreux. Puisque nous formerons un seul foyer fiscal, il se propose de prendre en charge notre impôt sur le revenu. Mon but, ce serait moi de redescendre, quoi. Donc à payer la part d'impôt, voilà, votre part d'impôt. Okay. Moi, je pourrais payer 1 000 € en plus de ce que je paye, moi. Par an. Voilà. D'accord, 1 000 € par an. Voilà. Okay. Un cadeau de 5 000 € si le Pacs dure 5 ans.
D'après notre faux prétendant, la dépense sera largement amortie une fois loin de Paris. Et moi surtout, en fait, ce qui m'a motivé à redescendre dans le truc, c'est que j'ai regardé un petit peu le prix des maisons ici, l'immobilier, mais c'est super cher. Donc, du coup, c'est pour ça que moi j'ai envie d'acheter en fait, mais le problème, j'ai pas envie d'acheter ici. C'est trop cher. Pour retrouver un pouvoir d'achat plus important une fois en province, certains enseignants sont donc prêts à payer pour se paxer. Et ils seraient nombreux à avoir sauté le pas, comme ici à Bordeaux. Ce jeune prof de collège, qui souhaite garder l'anonymat, a obtenu un poste dans cette région en demandant à une amie de contracter un Pacs blanc. En échange, il a payé ses impôts pendant 4 ans. Du coup, ça c'est le Pacs et ça c'est la dissolution. Voilà. Ça a été un Pacs que j'ai acheté, 500 € par an sur 4. Voilà, ça doit faire 2000 plus la taxe d'habitation. Ouais, ça doit faire dans les 2500 €. Sans ce stratagème illégal, s'il s'était contenté de ses points d'ancienneté, il aurait attendu 15 ans sa mutation. Et selon lui, il n'a pris aucun risque. Mettre en place un système de contrôle, ça paraît compliqué dès lors où on passe devant le greffier qui va notifier sur un acte. C'est vrai que ça paraît très très compliqué pour l'éducation nationale, qui mette son nez là-dedans. Mais il existe une autre combine, encore plus rapide, pour faire passer son dossier tout en haut de la pile des demandes de mutation. C'est le syndicaliste qui nous a parlé des Pacs blancs qui, cette fois encore, nous vend la mèche. Il lui arrive de suggérer à ses adhérents de monter de faux dossiers médicaux. La seule alternative au Pacs, c'est avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, une autre martingale, si on peut dire, difficile à obtenir, puisqu'il faudrait avoir un médecin de famille assez compréhensible, disons, qui arrive à faire un dossier qui est suffisamment convaincant de donner les médecins conseils, donc c'est quelque chose de plus... T'as des gens qui essayent de monter en EHPAD, problème de santé, nous c'est les affections respiratoires, c'est la région parisienne, les syndromes dépressifs, on se rapprocher de cette technique, comme ça. Ça en fait c'était les grandes tendances. Une stratégie qui peut rapporter 1000 points d'un coup et que connaît bien ce prof de techno. Il ne supporte plus de vivre à Paris, mais pour rentrer en Bretagne, même un Pacs blanc ne serait pas assez rapide. Un handicap, en revanche, ferait l'affaire. Ce que j'essaie de faire là, mais c'est pas gagné, il faut que des travailleurs handicapés. C'est sur des problèmes de santé légers, tu vois, et pousser à fond pour essayer de se faire reconnaître. C'est la dépression et l'anxiété pathologique. Et d'après même le médecin directeur, je peux l'avoir. Il compte faire passer sa dépression passagère pour une maladie chronique. Un trouble difficilement vérifiable qui peut en effet être reconnu comme un handicap. Ce type de fraude révolte beaucoup d'enseignants comme Florence, qui vit aujourd'hui à Toulouse. Elle était institutrice à Paris quand son mari a été envoyé ici par son entreprise. Tani, ça va? Oui. On va faire les devoirs? Bon, ben viens, on va faire la lecture. Sors ton cahier. Dans un premier temps, les enfants sont partis seuls avec leur père pour faire leur rentrée des classes. Florence, restée à Paris, est allée voir son syndicat pour se renseigner sur sa mutation. La réponse qu'on lui a faite l'a laissée sans voix. Sans faux dossier médical, elle en avait pour des années d'attente. Je voulais pas rentrer en fait dans cette spirale de simuler quelque chose ou même prendre la place de personnes qui ont vraiment besoin d'un dossier médical parce qu'ils ont des maladies graves, etc. Donc pour moi, c'était hors de question en fait. Au bout de 6 mois, Florence a craqué et a décidé de renoncer, au moins pour l'instant, à son métier d'institutrice pour pouvoir rejoindre les siens. Même si elle sait que jouer les malades l'aurait sûrement beaucoup aidé. On peut estimer que l'année dernière à Toulouse, il y a eu une vingtaine, je pense, de dossiers, de mutations qui étaient avec dossier médical. Donc c'est presque 1 sur 4. Oui, c'est ça. Des Pacs de complaisance, de faux dossiers de handicap pour accéder aux villes les plus prisées, les fraudes seraient courantes dans l'éducation nationale. Le ministère est-il au courant de ces pratiques? Nous avons présenté un extrait de notre enquête à Bernard Lejeune, directeur adjoint du cabinet de la ministre. Pour ce qui est des faux dossiers médicaux, il n'a pas l'air vraiment surpris. Et reconnaît qu'il est difficile de démasquer les fraudeurs.
C'est quelque chose que vous regrettez, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, vous êtes un peu impuissant en fait par rapport à ça Oui. Alors après, sur la situation médicale, est-ce que certains arrivent à obtenir des analyses médicales malgré tous les contrôles je ne peux pas vous le chiffrer, mais effectivement ça existe. Et pour les faux PACS, il se dit totalement impuissant. Sur les PACS, on n'a pas la possibilité de contrôler la vie privée. Difficile d'envoyer quelqu'un et de vérifier si cette vie commune existe. Ce n'est pas le rôle de l'Éducation nationale de vérifier ça. Impossible de quantifier la fréquence de ces manœuvres illégales. Et ces fraudes ne concernent pas que les enseignants. Pour fuir l'Île-de-France, certains fonctionnaires dont la mission est pourtant de faire respecter la loi finissent parfois par l'enfreindre. Parmi les villes les plus demandées dans le sud-ouest, il y a Toulouse. C'est ici que Philippe, un gardien de la paix, rêve de rejoindre sa femme Béatrice. Cette scientifique a déménagé ici il y a déjà 6 ans parce qu'un institut de recherche lui a offert un job en or. Lui est pour l'instant toujours en poste en région parisienne. Pourtant, il n'est pas trop exigeant pour sa mutation. Je demande les commissariats effectivement des environs, donc il doit y avoir à peu près 3 ou 4 commissariats en fait. Après je suis prêt à faire certaines distances, ça c'est pas un souci en soi. Mais après le vrai problème c'est la question des postes. Officiellement, aucun poste ne serait disponible aux alentours. Alors il a beau, comme le veut la règle, avoir accumulé beaucoup de points, rien ne vient. Ouais. Coucou les filles. Cette situation coûte très cher au couple qui a 2 enfants. Il y a quasiment un de nos salaires qui est bouffé par un loyer supplémentaire à Paris, à peu près 300 € de transport par mois, et puis double électricité, double gaz, double chauffage. Sur les 5 ans écoulés, puisqu'on entame la 6e année, on est à 100 000 €. 100 000 € de perte. Voilà, alors je ne sais pas qui accepte de jeter 100 000 € par la fenêtre, nous on n'a pas eu le choix. Philippe et Béatrice sont d'autant plus en colère qu'ils savent, par ouï dire, que certains ont malgré tout obtenu leur mutation. Mais ils vont être stupéfaits de découvrir noir sur blanc le nombre d'agents qui leur sont passés devant. Ils figurent tous sur cette liste que nous avons réussi à nous procurer. C'est pas forcément très loin de chez vous. Ok, ah bah oui, alors Toulouse c'est 1, 3, 4, 5. Encore Toulouse. Aucun de ces postes n'était présent. Aucun de ces postes n'était censé être ouvert à la mutation, là encore Toulouse. C'est quand même fou, hein. Il y a un gros problème. Ça fait un choc, oui. Ouais. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est aberrant, c'est aberrant. On n'a pas bien lu la liste de départ des propositions de postes. Comment de telles mutations, qui ne respectent aucune règle officielle, sont-elles possibles ? Dans la police, ces arrangements sont tabous, comme va nous l'apprendre le responsable syndical que nous contactons à notre retour. Nous l'enregistrons à son insu. La question, c'est comment des collègues peuvent se retrouver mutés sur des villes qui ne sont pas ouvertes. Voilà. C'est ça. La question, ouais, alors là, c'est un super grand débat, cette affaire. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est pas le droit, il y a des gens qui se pointent, qui sont ouverts derrière. Ben ouais, c'est un peu ça, oui. On parle de piston, de passe droit. Il peut y avoir d'autres mouvements qui peuvent exister, parallèles, effectivement, qui peuvent ressortir de ça, je me rappellerai tout après, je pourrais parler de ça. D'accord. Malgré nos relances, nous n'en saurons pas plus. L'omerta n'est brisée que par des policiers révoltés de ne pas réussir à obtenir leur mutation, comme cet homme que nous appellerons Ludovic. Il a accepté de nous raconter les coulisses de ces transferts. Dans le jargon policier, on parle de mutation ponctuelle. C'est quoi une mutation ponctuelle ? C'est ni plus ni moins un piston syndical. C'est une mutation qui n'existe pas, ponctuelle, c'est un terme générique. C'est un néologisme parce que ça ne rentre dans aucune des catégories de mutations qui ont une existence légale. Nous lui demandons ensuite de contacter quelques-unes des personnes mutées figurant sur notre liste. Même s'ils ne se connaissent pas personnellement, entre collègues, la parole se libère facilement. C'est un délégué syndical qui a vraiment poussé ton dossier. Ah oui, c'est le délégué syndical qui a poussé pour moi. D'accord, en fait, il t'a obtenu une mutation ponctuelle. Voilà, tout à fait, c'est ça. Là, il n'y avait pas de poste. Donc, septembre, je crois qu'on était 10 à arriver, ou un truc comme ça, ou 9, je sais plus. Ouais. On était tous des ponctuels. Deuxième appel, même explication. Comme ça, à vue nez, t'as au moins 60 voire 70% des collègues qui sont mutés, qui ont été pas par un mouvement général, quoi. En ponctu syndical, en fait. Hein. Ouais, ou par des politiques ou des trucs comme ça. Pour donner un ordre d'idée, sur les
Les 6 derniers arrivés, t'avais 4 ponctus. Mais au moins, je sais à quoi m'en tenir, quoi. De toute façon, ce système-là, il fait chier celui qui n'est pas pistonné, quoi. Exactement, ouais. Un pouvoir dont certains syndicats useraient aussi pour recruter de nouveaux adhérents en leur faisant miroiter une mutation plus rapide. C'est une sorte de chantage, mais dans la manière dont c'est présenté, c'est bien fait. Tout est fait avec des sous-entendus. J'ai jamais entendu un délégué syndicat qui engageait sa parole, qui promettait à un fonctionnaire qu'il allait le muter. Qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Commence par te syndiquer, commence par venir chez moi. Nous, on a fait partir un tel. C'est validé après par l'administration, donc c'est pas que la faute du syndicat. Et moi, c'est ça qui me gêne fortement, parce que cette administration, c'est tout simplement l'État français. Comment le ministère de l'Intérieur peut-il justifier de telles ententes? Le responsable des ressources humaines de la police a accepté de nous recevoir. Face à nos éléments, il finit par reconnaître la responsabilité de l'administration dans l'obtention de certains passe-droits. Est-ce que vous comprenez aussi la frustration des personnes qui attendent et qui ont l'impression de se faire passer devant par des pistonnés? Écoutez, je comprends cette frustration, cela arrive effectivement. Et je l'admets, il arrive dans des cas très limités que nous n'aurions pas dû le faire. Voilà. Est-ce que vous pouvez chiffrer ces cas ou en pourcentage? Écoutez, c'est quelques points. Au maximum, je dirais que les interventions soit d'organisations syndicales, soit d'autres intervenants, comme des élus locaux par exemple, ça représente peut-être 5% au maximum des mutations annuelles. Et au sein de ces 5%, beaucoup sont légitimes et nous les admettons d'ailleurs pour cette raison. Des interventions peu nombreuses selon le ministère, mais anormales et contre lesquelles certains ont saisi la justice. À Marsac-sur-Tarn, à quelques kilomètres de Toulouse, ce gardien de la paix est un fonctionnaire épanoui. Avant d'y arriver, Guillaume a dû traverser un parcours du combattant. 8 années de service en Seine-Saint-Denis, où il vivait dans un appartement trop petit pour sa famille. Il en a conservé des photos, juste pour se rappeler ce à quoi il a échappé. On ne pouvait pas manger dans la cuisine, c'était quand même étroit. C'était juste pour cuisiner. C'était vraiment petit. Voilà. Comme beaucoup d'autres, pendant des années, Guillaume a demandé en vain sa mutation. Il a été le premier à obtenir gain de cause devant la justice après 3 ans de combat. J'ai gagné parce que oui, l'administration n'a pas su expliquer pourquoi ces gens me passaient devant ou pourquoi, à la limite, moi, je passais après. Donc voilà, comme ils n'ont pas pu se justifier, le tribunal m'a donné raison. J'ai reçu un courrier du tribunal qui dit que j'ai gagné, j'en suis fier. Apparemment, il n'y a que moi qui ai fait ça, je suis le premier. Donc. C'est la fin de l'aventure en région parisienne. Et ouais. En fin de retour dans le sud-ouest, Guillaume et Christelle viennent d'acheter un terrain pour y faire construire une maison. Et voilà. Un achat qu'ils n'auraient pas pu se permettre en Île-de-France. Ici, voilà, moitié prix, mais 3 fois plus de surface. Donc il n'y a pas photo. Ouais, là. C'est grâce à la mutation, sinon c'est clair qu'on n'aurait pas pu avoir ça. Ah pas de mutation, pas de maison. Voilà. La victoire de Guillaume a donné des idées à d'autres policiers. Ils seraient plusieurs dizaines à avoir saisi la justice pour pouvoir, eux aussi, quitter Paris et rentrer enfin dans leur province natale.